l'été 80, quand les grèves de Gdańsk qui ont donné naissance à Solidarité ont eu lieu. J'ai regardé ça de France à la télévision avec beaucoup de passion. À ce moment-là, j'ai pris contact en France. J'étais toujours étudiante en France, mais j'ai pris contact avec une association qui était en train de se créer de personnes qui voulaient soutenir le mouvement Solidarité, une association dans laquelle il y avait des Français, des Polonais, des Français d'origine polonaise et aussi tout un tas d'autres gens, et qui s'appelait Solidarité France-Pologne. C'était en 1998 et c'était après les très grandes grèves de 95. Et j'avais du mal à... J'étais pas en phase avec mon pays, en fait, tout simplement. J'étais pas en phase avec mon pays. J'ai toujours été très optimiste. Je voulais aller de l'avant et j'étais dans un pays qui était très... Enfin, qui campait beaucoup sur ses acquis. Et comme j'aime bien faire ce que je dis, donc j'ai préféré partir. La Pologne est arrivée, c'est tombé comme une idée parce qu'à cette époque-là, je travaillais à Disneyland et j'avais une collègue polonaise qui me disait, écoute, si vous cherchez quelque chose de surprenant, vous pourrez aller voir mon pays. Et moi, je connaissais rien sur la Pologne. Elle me dit, pour aller voir la Pologne. Je fais la Pologne, mais c'est bien ça, c'est la Russie quand même un peu. Et tout. Je fais non, ça n'a rien à voir. Bon, voilà, tous les clichés et les préjugés qu'ont les Français. Et bon, elle m'a convaincu. J'ai dit, tiens, c'est vrai, c'est une idée, pourquoi pas. Je suis parti de chez moi parce que je me plaisais pas trop chez moi à tourner en rond dans mon appartement depuis, d'ailleurs, qu'il est assez petit, 47 mètres carrés. Et de tourner en rond. Et a priori, je ne me suis pas trop bien adapté à ma retraite. Je voulais faire autre chose. Alors, j'avais connu une femme de Łódź, qui était une patronne d'un salon de coiffure et qui venait à Paris pour un festival de la haute coiffure française. Et je l'ai rencontrée là parce qu'on a un ami commun à Paris, dans le 19e, et c'est là que j'ai trouvé que cette femme était très jolie. On a sympathisé et je suis venu, pendant les 5 ans, je suis venu ici et je suis reparti. Et à un moment donné, il y a eu le coup de foudre avec cette personne et j'ai décidé de sauter le pas et de vivre avec elle. Moi, je suis arrivé un petit peu par hasard, dans le sens où j'avais des amis polonais en France. Une ancienne petite amie qui était polonaise, qui était originaire de la région de Lublin. Et on n'était plus ensemble, mais un jour, son frère m'a incité à venir en Pologne en tourisme. C'était en 2003, je crois, l'été 2003. Donc, ça devait être l'été 2003, donc il y a environ 10 ans. Ça m'a paru vraiment saugrenu comme idée. Il a tellement insisté que je suis venu. Quand le pouvoir polonais a proclamé l'état de guerre en décembre 81, il y a eu une période de fermeture assez forte et de rigueur policière assez forte. Mais à ce moment-là, notre association Solidarité France-Pologne s'est déguisée en association humanitaire, ce qui n'était pas son rôle de départ, et est devenu, a accompagné des convois humanitaires qui étaient organisés par une grosse association catholique, le CCFD. Et c'est avec ce déguisement d'organisation humanitaire que je suis venue en Pologne très tôt, dès le mois de février 82, juste 2 mois après la proclamation de l'état de guerre, voir un peu ce qui se passait dans ce pays où quand même plusieurs centaines de personnes avaient été mises en prison. On ne savait pas quand ils allaient être jugés, ce qu'ils risquaient vraiment. Et où le pouvoir du général Jaruzelski avait vraiment mis les choses au pas. Et voilà. Et après, je suis revenue encore, donc toutes ces années d'état de guerre, 82, 83, je suis revenue, je ne sais plus, 4 ou 5 fois. Et puis, je suis revenue en 90 pour 3 mois. Et donc, j'ai tout lâché. J'ai lâché mon travail de cadre commercial du jour au lendemain, parce que je suis rentré en France. J'avais un préavis de 3 mois. J'ai dit à mon patron que je voulais partir. Et en gros, 6 mois après, j'étais en Pologne.
complètement individuellement, sans aucune aide, sans parler polonais, à l'aventure. J'étais un peu perdu à ce moment-là. Je dis, voilà, je m'étais séparé de ma copine avec qui j'étais depuis 5 ans. Donc, j'étais là, ah, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Donc, sur des corps de tristesse, je ne sais même plus comment on dit en français. Je perds mon français d'ailleurs, ça c'est marrant ça. Sur fond de mélodrame, on va dire, voilà, sentimental. J'étais perdu en fait, je savais pas. Donc je suis venu en Pologne, on va dire, sans rien à perdre. J'ai dit, je vais y aller. En même temps, voilà, au pire si ça marche pas, ça m'aura changé la tête, les esprits, et je rentrerai en France. D'ailleurs, à cette époque-là, j'ai dit à ma mère, c'était au mois de mai. Je fais, bon, t'inquiète pas, maman, j'ai un pote là-bas, on a quelque chose de prévu, on va sûrement faire des documentaires pour telle ou telle chaîne. Je pars comme ça, vite fait, avec juste à quelques affaires. Je reviendrai en septembre. Donc, c'était mai 2005. Je devais revenir en septembre 2005. Et nous sommes en 2013. Donc, j'ai pas tenu parole. Pracowałem trochę jako konsultant dla korporacji również francuskich, pośród różnych europejskich czy światowych tu w Polsce. Natomiast w korporacjach to raczej mogę właśnie powiedzieć, z jakimi stereotypami się zetknąłem. Mogę zacytować, co ludzie mówią, albo jakie stereotypy tutaj są bardziej uprawdopodobnione. A osobiście, no to miałem szczęście spotkać ludzi kochanych i wspaniałych, no poza tym, że dużo mówią.
Myślę, że jest spora różnica pomiędzy ekspatem a Francuzem, który przyjeżdża tutaj do Polski osiedlić się na stałe. Tak? Ekspat to jest taka osoba, która wie, że ma kontrakt intratny na pewien określony okres czasu i na pewno ma w sobie dużo mniejszą wolę takiej integracji z Polakami. Natomiast osoby, które przyjeżdżają i postanawiają z różnych względów osiedlić się w naszym kraju, są dużo bardziej uważne, otwarte i chętne do poznania naszej kultury, naszych obyczajów i naszej mentalności polskiej. Quand je suis arrivé, c'est marrant parce que moi j'ai été diplômé de l'école en 98, donc j'avais 25 ans. Et je me souviens très bien à mes amis de leur dire, enfin je leur disais, bon, moi je pars en Pologne, je reviens dans 5 ans. Et je serai le roi du pétrole. Alors mes copains me disaient, bravo, bravo Dimitri, bravo, bravo. Bon, alors là, ça fait quelques années que je suis. Je pense que je vais y rester encore un petit peu. Et je ne suis pas le roi du pétrole. Donc en fait, je suis parti avec cette image, mais on en voit encore. Enfin, j'en ai vu passer, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Ce côté un peu conquistador, quoi. C'est-à-dire, ouais, on va en Pologne, ce pays, quoi. Oh là là, ils font pas grand-chose quand même. Quand on voit ce que nous, Français, on fait... On va leur donner des leçons, en fait, hein, grosso modo. Et puis, je me suis pris des claques, mais alors... Je me suis pris vraiment des très grosses claques. Hein. Et donc, les Polonais m'ont très gentiment, mais très certainement ramené bien les deux pieds sur terre. Et donc, il a fallu que je change, oui. Il a fallu que dans mon cerveau, que je me dise, non, attention, les Polonais, ils sont pas en dessous de toi, ils sont pas moins bons que toi, ils sont pas meilleurs que toi non plus, on est au même niveau, quoi. Au même niveau, donc il va falloir que toi, tu descendes et que tu te mettes au même niveau, hein, que tu comprennes que, voilà, si eux, ils ont fait ça pendant des années, c'est qu'il y a certainement des raisons. Et c'est pas en arrivant comme ça, après deux mois de vacances, en allant à la plage, en visitant Cracovie, qu'on se dit, bah tiens, voilà... Hein, je vais changer Varsovie, je vais changer les gens. Non. Donc il a fallu que je change beaucoup et apporter beaucoup d'humilité, en fait. Bravo, Bonadole. J'ai eu une chance extraordinaire et incroyable. Je suis une privilégiée absolue parce que je suis tombée, sans avoir aucune raison de le faire, je suis tombée dans la bonne marmite au bon moment. Et donc... c'est ça, au lieu de fréquenter, de voir des gens ennuyeux, fatigués et désespérés, j'ai vu des gens qui avaient toujours un projet, une vision et un enthousiasme fort. Au lieu d'avoir des patrons un peu étriqués qui se font du souci pour leur prochain compte de résultats du trimestre suivant, j'ai eu des patrons qui étaient des grands hommes d'État et des intellectuels de premier rang, donc on ne peut que se réjouir de ça. Przedwczoraj rozmawiałem z polskim menadżerem, który odpowiada za międzynarodową korporację w całej Europie. No i mówi, no ze wszystkimi mam poukładane, tylko kłopot z Francuzami. No, dlaczego? Bo po prostu nic nie jest jasne. Bardzo dużo słów, mało odwagi w powiedzeniu kawa na ławę, o co chodzi. I wszystko się decyduje w jakimś chateau, tylko nie wiadomo gdzie i kto podejmuje te decyzje. Czyli układ hierarchiczny, może matrii, może patriarchalny, raczej dyktatura, jednocześnie zawoalowana w tych serach, w tych wspaniałych winach, w tych setkach słów, gdzie bardzo trudno powiedzieć tak lub nie, od kogo to zależy, jaką podejmuje odpowiedzialność. I akurat on, Polak, wychowany w Ameryce, który prowadzi międzynarodową korporację w Europie, przedwczoraj mi powiedział, że jedyny kłopot, który ma, to ma z Francuzami. Myślę, że podlega stereotypowi, że jak człowiek już złapie jakiś stereotyp, to potem go sobie potwierdza.
Więc dlatego cytuję to nie jako obiektywne doświadczenie polsko-amerykańskiego menadżera, tylko właśnie jako świadectwo stereotypu. No? Je pense quand même que les relations dans des entreprises internationales ou comme la nôtre française sont quand même plus... Il y a moins de hiérarchie visible. Ce que j'ai cru remarquer dans pas mal d'entreprises polonaises, c'était le fait que pas de tutoiement, par exemple, envers son supérieur, et puis une hiérarchie qui est très visible avec des différences marquées entre les échelons de la hiérarchie. Nous, on essayait vraiment d'avoir une structure plate et d'avoir tout le monde se tutoie. Tout le monde peut tutoyer le président chez nous. Tout le monde me tutoie dans l'agence. Et puis on essaie d'être accessible, peu importe le niveau. On essaie de dire que tout le temps, nos portes de bureau sont ouvertes, les portes de bureau sont transparentes. Donc en fait, on base vraiment sur le fait qu'un salarié doit se sentir très important. Et ça, c'est peut-être une différence. Je pense pour que la culture polonaise s'épanouisse le mieux au travail, il faut qu'elle soit dans un cadre sécurisant et rigoureux, en fait. Si on arrive à obtenir ces deux choses-là, alors les gens s'épanouissent vraiment très bien. Mais il faut vraiment qu'il y ait ce côté sécurisant, c'est-à-dire que voilà, faut qu'on se sente bien au travail, il faut que l'entreprise les sécurise dans tous les sens du terme. Et en même temps, il faut aussi qu'il y ait, dans rigoureux, il ne faut pas entendre le mot dur, dureté. Non, simplement qu'il y a des règles, en fait. Et une fois que les règles sont établies, alors on choisit ensemble les règles, mais une fois qu'elles sont bien établies, après ça va tout seul, quoi. Ça va vraiment tout seul. Ils sont très autonomes. Une fois que les règles sont bien établies, ils sont très, très autonomes. Poziom nieufności statystycznego Polaka jest wyższy niż poziom nieufności statystycznego Francuza. O ile pamiętam, Francuzi gdzieś się mieszczą gdzieś w środku skali nieufności, czyli gdzieś 40% ufa komukolwiek poza rodziną, a w Polsce tylko 12% ufa komukolwiek poza rodziną. Czyli idzie Grześ przez wieś, uśmiecha się, mija 10 osób, jedna się oduśmiecha, a 9 myśli, co on kurwa kombinuje. Prawda? W warunkach takiej nieufności bardzo trudno jest budować alianse, bardzo trudno jest budować zespoły, bardzo